Bonjour et bienvenue à cette autre entrevue de la commission Saint-Pierre de Bailleul. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Vachon, qui est professeur retraité du département de géographie de l'UQAM et qui est un de nos éminents spécialistes en matière de développement rural. Bernard, j'aimerais avant tout que tu te présentes un peu ton cheminement, tes intérêts, ta formation. Alors, j'ai fait carrière à l'UQAM durant 33 ans à titre de professeur et de chercheur sur des questions d'aménagement et de développement du territoire, et principalement les territoires ruraux. Préalablement, j'avais fait un bac en géographie à l'Université de Montréal, une maîtrise en géographie urbaine à l'Université de Sherbrooke. Ensuite, une scolarité de doctorat de 2 ans à Londres, à la London School of Economics and Political Science, sur des questions de développement urbain et régional. D'autre part, j'ai complété un doctorat ensuite à l'Université de Liège en Belgique sur des questions d'aménagement et de développement rural. Et tu as eu l'occasion de t'intéresser beaucoup à une loi qui a été adoptée maintenant il y a 41 ans, qui est la loi de protection du territoire agricole. En fait, pourquoi avions-nous besoin d'adopter une telle loi? À l'époque, ça devenait très, très préoccupant. Il y avait beaucoup de spéculation foncière. Et cette spéculation foncière qui entraînait ensuite des développements urbains plus ou moins anarchiques autour des grands centres urbains, notamment de Montréal et de Québec. On a ressenti le besoin, alors que déjà une réflexion était engagée en matière d'aménagement du territoire, on a ressenti le besoin d'avoir une loi foncière, en quelque sorte, qui allait administrer, gérer plus convenablement l'occupation du territoire. À l'époque, et c'est un peu anecdotique, de considérer que le territoire autour des grandes villes au Québec était facilement accessible. Il y a même des revues américaines, je pense à la revue Esquire, qui invitait les gens d'une certaine fortune à investir dans des terres autour de Montréal plutôt que de laisser de l'argent en héritage, étant donné qu'il y avait une perspective de fluctuation, de bénéfices accrus. Il y avait aussi de telles publicités, même au Japon. Alors, il y a eu un ministre avec le premier gouvernement péquiste qui avait des convictions très solides, très fortes en ce sens, et qui a doublé en quelque sorte la réflexion que menait à l'époque Jacques Léonard, qui était responsable du dossier de l'aménagement du territoire et qui a proposé et imposé en quelque sorte une loi globale de protection du territoire agricole, mais qui avait une très grande extension. Alors cette loi, bien qu'elle s'adressait principalement aux agriculteurs, avait un double objectif en quelque sorte. C'était à la fois de protéger les terres à bon potentiel agricole, mais aussi de freiner l'étalement urbain. Alors c'est dans cette perspective qu'on peut parler de façon globale d'une loi foncière éminemment d'aménagement du territoire. Mais et en ce sens-là, c'est une loi unique au Canada, dans la mesure où le Québec est le seul à avoir adopté une loi de protection de l'intégrité de son territoire agricole. La Colombie-Britannique avait adopté des mesures plus ponctuelles. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qui t'apparaît être les principales dispositions de cette loi? Bon, alors c'est une loi effectivement qui est très, très forte. Et puis, lorsqu'elle a été adoptée, elle a surpris, elle a étonné les provinces canadiennes de par son ampleur, mais aussi de par les restrictions qu'elle imposait quant à l'usage possible dans le domaine agricole, c'est-à-dire sur le territoire de la zone agricole permanente. Mais elle a fait aussi beaucoup l'envie des pays européens. Parce que tous les pays sont aux prises avec ce problème de l'étalement urbain, de la spoliation des bonnes terres agricoles. Alors ici, au Québec, les principales dispositions de la loi
ont suscité beaucoup d'envie à travers, je dirais, à travers le monde. Alors, ces principales restrictions sont tout d'abord l'interdiction de subdiviser des terres zonées. On voulait conserver l'intégralité des superficies des fermes courantes actuelles. Et d'autre part, il est interdit de confier un usage autre que l'agriculture au territoire zoné. Il est interdit aussi d'abattre des érablières, d'abattre des érables, d'utiliser les érablières uniquement pour des fins acéricoles ou de sylviculture. Et il est aussi interdit de prélever le sol arable sur les terres zonées. Et dans plusieurs de tes écrits, tu avais l'occasion d'indiquer que selon toi, cette loi est une mesure forte d'aménagement du territoire, pas seulement de protection du territoire agricole, mais c'est une mesure d'aménagement. Qu'est-ce que tu entends par là? Bon, ici, il faut voir que le ministre Garon a fait preuve de beaucoup de subtilité et, je dirais, d'intelligence pour faire adopter sa loi, dans ce sens que, bien qu'étant une loi foncière et à ce titre une loi d'aménagement du territoire, il s'est adressé dès le départ aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'il laissait entendre que sa loi visait fondamentalement la protection des terres agricoles, sans trop insister sur la dimension du frein qui devait être mis à l'étalement urbain. Si bien que les bâtisseurs urbains, les développeurs urbains, les conseils municipaux ont été en quelque sorte muselés par cette interpellation que le ministre faisait à l'égard des agriculteurs et aussi de l'Union des producteurs agricoles. Et c'est ce qui a fait que la majorité des mémoires qui ont été déposées lors de la tournée régionale du ministre sont venus des agriculteurs et des associations des producteurs agricoles. Et il y a eu une minorité de mémoires remis défendant les aspects urbains, en quelque sorte, qui étaient indirectement concernés par la loi du zonage agricole. Alors, c'était très, très habile de la part du ministre de s'adresser aux agriculteurs et de mettre en évidence une problématique agricole plutôt qu'une problématique essentiellement d'aménagement urbain. Et d'ailleurs, tu te montres assez souvent critique vis-à-vis d'une conception mur à mur, en fait, de ce zonage, sans qu'on fasse la distinction entre les spécificités des régions urbaines confrontées à des problématiques d'extension, et puis des spécificités des régions plus rurales qui font face à des problèmes de dévitalisation. Selon toi, quelle modulation faudrait-il envisager pour rendre cette politique moins mur à mur? Oui. Alors ça, c'est la question fondamentale, je pense, qui interpelle les gens qui se soucient, qui se penchent sur un bilan après 40 ans de la loi du zonage agricole. C'est que, moi, je dois rappeler que lorsque la loi a été adoptée, elle se limitait essentiellement à la région de Montréal, c'est-à-dire à l'ouest de Gatineau jusqu'à Montmagny environ, dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, moi, à ce moment-là, j'ai été, comme plusieurs, un chantre, en quelque sorte, de cette politique en disant, bien, voici, on vient mettre un frein à l'étalement urbain, à la spéculation foncière, à la dilapidation des bonnes terres agricoles. Alors, j'étais très, très heureux de cette loi, mais progressivement, au cours des mois qui ont suivi, on a adopté 6 décrets consécutifs. Et à chaque fois, on s'éloignait de la vallée du Saint-Laurent pour monter au nord, pour se rendre jusqu'à Percé. Alors là, il y a des questions qui ont été soulevées. Et en fait, pour répondre directement à votre question, c'est que cette loi, effectivement, c'est une loi mur à mur. C'est-à-dire qu'elle s'applique indifféremment des conditions qui peuvent exister dans la vallée du Saint-Laurent, sur les plateaux laurentiens et le plateau appalachien. Alors, il y a une absence d'un principe de différenciation, en quelque sorte. Et puis, ça, je crois que ça constitue un irritant majeur dans cette loi qui, pourtant,
disposait de toutes les conditions et les facilités pour en faire une loi absolument exceptionnelle en matière d'aménagement du territoire et de protection des terres agricoles, si bien qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'après 40 ans d'application, il y a eu des abus, il y a eu des incohérences et qu'on n'a pas suffisamment intégré dans le processus décisionnel les conditions socio-économiques des communautés qui étaient concernées, notamment dans les régions intermédiaires et éloignées, qui étaient aussi concernées par le zonage agricole. Alors, il faut reprendre une réflexion en profondeur sur ce sujet. Oui, et alors justement, il y a le zonage agricole d'un côté, il y a le développement rural de l'autre. Pour toi, quels sont les rapports ou les distinctions à établir entre les deux? Bon, lorsque la loi a été adoptée en 1978, dans l'esprit de plusieurs, et je dirais dans l'esprit des concepteurs de cette loi, on associait le monde agricole à la ruralité. Autrement dit, l'espace rural était un espace d'abord agricole et le fait de protéger un territoire qui englobait l'ensemble de la ruralité, ça semblait dans la logique des choses. Cependant, depuis l'adoption de cette loi, donc depuis maintenant 41 ans, le monde rural, comme la société en général, a beaucoup évolué. Il ne reste plus au Québec là, que 29 000 fermes. On ne peut pas penser aujourd'hui, et tout le démontre, on ne peut pas penser aujourd'hui assurer la dynamique, la viabilité des territoires ruraux uniquement par la pratique de l'agriculture. L'agriculture, c'est fortement mécanisé, elle crée de moins en moins d'emplois, si bien que pour maintenir les populations en milieu rural, comme le souhaite cette stratégie gouvernementale d'occupation et de vitalité des territoires, il faut diversifier l'activité économique. D'où se pose désormais le besoin d'une cohabitation entre une agriculture à protéger, une agriculture à valoriser et des fonctions complémentaires. C'est ce qui a amené les chercheurs, dans une réflexion globale de la ruralité et de l'agriculture, de parler désormais, comme ça se fait en Europe, de parler désormais de multifonctionnalité en agriculture et de multifonctionnalité des territoires ruraux. L'agriculture, il faut bien le reconnaître, n'est qu'une fonction de l'espace rural. Si bien que lorsque on parle de développement rural, de stratégie de développement rural, il faut aller au-delà de l'activité agricole, bien qu'elle requiert d'être protégée, d'être valorisée, mais il faut aussi intégrer dans cette stratégie de développement rural global d'autres activités. Et se pose à ce moment-là le défi de la cohabitation. Il y aura bientôt 12 ans, la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Québec déposait le rapport qui allait être connu sous le nom de rapport Pronovo, et qui essayait de dresser un état de la situation. Quelle est l'analyse que tu as pu en faire de ce rapport du point de vue de tes préoccupations? Bien, moi, j'ai trouvé que le rapport Pronovo apportait un éclairage tout à fait d'actualité. D'abord, à la question globale ou à la réalité globale de l'agriculture au Québec et d'une façon plus précise à l'intérieur d'un chapitre particulier sur la pratique, l'application du zonage agricole. Et ce rapport Pronovo qui a été largement documenté par des mémoires qui ont été sollicitées, qui ont été déposées, le rapport Pronovo déborde de la seule préoccupation de la protection des terres agricoles pour mettre en rapport cette protection avec la nécessité de prendre en considération les conditions socio-économiques des communautés rurales. Dans certains milieux, et je pourrais donner plusieurs exemples, on cite notamment Saint-Marcel du Richelieu, où il y a là une protection des terres agricoles très, très large.
mais qui, par ailleurs, cohabite avec un phénomène de dévitalisation parce qu'il n'y a pas suffisamment de terre allouée à d'autres activités. Et la Commission de protection du territoire agricole, qui intervient dans le cadre de règles précises, même si on peut être sensible à ces conditions, n'a pas l'ouverture juridique nécessaire pour justement faciliter cette cohabitation qui serait très bénéfique dans plusieurs cas, cette cohabitation entre agriculture et des usages différents. Mais encore une fois, je reviens au rapport Pronovo, c'est un texte de référence. Le ministre actuel l'a même qualifié d'étoile en ce qui le concerne. Je pense que ça peut être considéré comme un document de référence qui englobe plusieurs paramètres de l'agriculture, mais aussi qui englobe des paramètres du développement rural. Et en conclusion, je serais tenté de te demander le bilan que tu fais finalement globalement de cette loi après 40 ans d'existence et le cas échéant, quelles seraient les principales recommandations que tu suggérerais pour une adaptation, une reformulation de cette loi dans une hypothétique réforme, enfin une possible réforme dont on parle déjà depuis plusieurs années? Bien, en termes de bilan, moi je considère qu'il y a des effets globalement très bénéfiques de cette loi. On ne peut pas imaginer ce qu'aurait été, comment aurait évolué l'occupation du territoire au Québec sans la présence, sans l'existence d'une telle loi, compte tenu des déviances qui étaient déjà engagées avant son adoption. Donc, un bilan global qui est très positif. Cependant, compte tenu des dispositions et des objectifs de cette loi, malheureusement, il y a eu des déviances et aussi des lacunes quant à son application en regard du développement rural, en regard de la différenciation des territoires agricoles et ruraux. Le Québec, c'est un grand espace. C'est une mosaïque d'espaces différenciés de l'est à l'ouest, du nord au sud. Et cette différence entre les territoires aurait nécessité une prise en considération plus large, plus grande des paramètres de chacun de ces territoires. Ce que la loi sur la protection du territoire agricole et conséquemment la Commission de protection du territoire agricole n'ont pas pris en compte et ne prennent toujours pas en compte. Il y a donc des modifications, des adaptations importantes à faire à cet égard, mais aussi à l'égard de l'évolution qui a affecté ou qui a entraîné la situation rurale et agricole pour l'ensemble du Québec, comme dans d'autres sociétés d'ailleurs. Alors, il faut donc, à mon avis, sinon une réforme en profondeur, tout au moins des ajustements majeurs qui tiendraient compte de ces éléments. Eh bien, espérons qu'on ira dans ce sens. Et sur ce, je te remercie pour cette entrevue. Voilà qui clôt une nouvelle entrevue de la Commission Saint-Pierre de Bailleul. À bientôt.